Bismillah. Wivina guetta longtemps les bruits venant du couloir. Elle ne s'était pas couchée tout de suite et s'était assise dans une bergère, car elle voulait entendre passer Lord Cheriton quand il regagnerait sa chambre. Elle pressait ses mains contre sa poitrine, comme si elle lui cherchait à apaiser le tumulte de son cœur. Ce qui venait de se passer entre eux dans le salon lui paraissait à peine croyable. Pourtant, la violence avec laquelle le sang battait dans ses artères, le rythme accéléré de son cœur et le bouleversement physique de tout son être étaient là pour lui affirmer qu'elle n'avait pas rêvé et n'était pas la proie de son imagination. « Me voici donc tombée amoureuse, » murmura-t-elle, comprenant que c'était l'amour qu'elle avait toujours attendu depuis son enfance, qui venait de s'emparer d'elle. Elle repensait à ce que sa mère lui avait dit un jour. « Je prie souvent, ma petite Wivina, pour que tu rencontres plus tard, quand tu seras en âge de te marier, un homme semblable à ton papa, qui sache te rendre heureuse comme je l'ai été avec lui. » La petite fille avait demandé avec curiosité, « Êtes-vous tombée amoureuse de papa aussitôt que vous l'avez vu ?»« Ton père m'a toujours dit que la première fois où il m'a rencontré, quand je suis entré dans la pièce où il se trouvait, il a eu l'impression de voir une auréole de lumière autour de moi, et a immédiatement compris que j'étais la femme qui lui était destinée. Mais vous, maman, je l'avais trouvé très beau et très séduisant, mais j'ai mis un certain temps avant de comprendre pourquoi mon cœur battait quand je le voyais, ou pourquoi je ne pouvais pas détacher mon regard de sa personne quand il était présent. » Sa mère était tue un moment, puis elle avait souri tendrement en ajoutant « Jamais il ne pourra se trouver une autre femme au monde ayant eu plus de chance que moi. » « Pourtant, vous avez toujours été très pauvre, maman. Mais en réalité, j'ai toujours été plus riche que tous les nababs hindous, » avait répliqué sa mère. Elle s'était mise à rire et avait ajouté « Certes, nous avons toujours eu du mal à joindre les deux bouts, et toi, ma petite chérie, je ne t'ai guère fait porter de jolies robes, mais tout cela n'a pas d'importance, puisque nous étions ensemble, ton père et moi, et que notre maison était pleine d'amour. » Par la suite, Wivina avait su que sa mère avait eu l'occasion de faire un beau mariage, mais la jeune fille avait donné son cœur au jeune pasteur et ne voulait pas entendre parler d'un autre. Tout ce que ses parents avaient essayé de lui dire ne l'avait pas fait changer d'avis. Sa mère avait poursuivi. « Ce que je voudrais pour toi, Wivina, ce serait un homme fort, capable de te protéger et de s'occuper de toi, mais qui serait en même temps assez courageux et loyal pour agir selon sa conscience, sans se laisser intimider par l'opinion des autres. » Il y avait tout lieu de supposer que sa mère était au courant des activités clandestines qui commençaient à polluer la mentalité de la population du village, et pressentait que des temps cruels allaient instaurer une sorte de terreur dans la région. Wivina repensa que son père avait été seul à avoir le courage de s'opposer, dans tout le pays, aux activités des contrebandiers, le seul à oser vilipender leur méchanceté, le seul à refuser de profiter, si peu que ce soit, des marchandises bon marché qui affluaient dans le village. La jeune fille se remémorait ce fameux matin où elle était entrée, toute surexcitée, dans le bureau de son père pour lui annoncer « Papa, papa, il y a un gros paquet devant la porte de la maison, on dirait que c'est du thé. Il y a aussi à côté un petit tonneau d'eau-de-vie. » Elle avait vu le visage de son père changer. Ses traits avaient brusquement pris une expression sévère. « Laissez-les où ils sont. Je vous interdis absolument d'y toucher. Vous avez bien compris, Wivina? Laissez-les là où ils sont. » « Mais papa, » avait tenté de dire la fillette. Le pasteur l'avait interrompu en lui ordonnant d'un ton sans réplique. « Faites ce que je vous ai dit. » Le lendemain matin, les paquets s'étaient envolés. Cet incident fut probablement à l'origine de la première visite que Geoffrey Farlow avait rendue, peu après, au presbytère de Lars Quell. Ce fut Wivina qui vint lui ouvrir quand il sonna la porte. Elle n'avait alors que 16 ans. Ses cheveux blancs se répandaient librement en boucles autour de son visage. Il avait remarqué qu'elle avait des yeux d'un bleu extraordinaire quand elle avait dévisagé avec surprise. À l'époque, elle n'était pas élégante. Il ne cherchait pas à se faire passer pour un gentilhomme et ne s'habillait pas selon la dernière mode. Cependant, il montrait une assurance et un aplomb qui dénotaient déjà ses prétentions. Il s'était adressé à Wivina avec la plus grande familiarité pour lui dire « Je veux voir votre papa. »« Je vais aller voir s'il peut vous recevoir, » avait-elle répondu de son ton réservé.
L'expression de cet homme, le regard dont il l'avait enveloppé, ne lui avait pas plu et avait éveillé sa méfiance. Elle était partie en courant à l'intérieur de la maison, en le laissant sur le pas de la porte sans l'inviter à entrer. Elle était allée trouver son père, qui était occupé à écrire dans son bureau, et lui avait annoncé « Il y a là un homme qui veut vous parler, papa. » « Qui est-ce » avait demandé d'un ton ennuyé le pasteur, qui détestait être dérangé pendant qu'il préparait son sermon du dimanche. « Il s'appelle Jeffrey Farlow. J'ai déjà entendu parler de lui au village, et je l'ai vu passer dans sa voiture. C'est un très élégant cabriolet. »« Jeffrey Farlow » avait répété son père. Le pasteur avait presque crié. Puis il était resté un moment silencieux, réfléchissant profondément. Finalement, il lui avait dit d'un ton grave et décidé. Le pasteur avait presque crié. « Montez tout de suite dans votre chambre, Wivina, et n'en sortez pas avant que je vous appelle. Je vais m'occuper moi-même de cet homme. » Wivina s'était empressée d'obéir. Elle avait rapidement grimpé l'escalier et n'avait pas revu Jeffrey Farlow ce soir-là. Mais elle avait essayé de voir ce qui se passait à travers les fentes des volets. Elle était curieuse de savoir comment son père traiterait cet homme qui suscitait les commérages des domestiques et des commerçants du village. Elle put ainsi s'apercevoir qu'il n'était pas resté à attendre devant la porte, mais qu'il avait eu l'audace de pénétrer dans le vestibule de lui-même. Puis elle avait entendu son père lui dire « Vous désirez me voir, Farlow ?» L'autre avait pris un ton désinvolte pour répondre « Oui, pasteur, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je suis très occupé pour l'instant, cependant pas assez pour ne pas avoir le temps d'écouter ce que j'ai à vous dire. » Après avoir pris le temps de se maîtriser devant cette insolence, le pasteur avait répondu d'un ton froid. « Très bien, venez dans mon bureau. » Les deux hommes étaient restés enfermés très longtemps. Wivina avait attendu interminablement avant de pouvoir descendre retrouver son père après le départ de Jeffrey Farlow. Le pasteur était extrêmement pâle et semblait bouleversé. Elle s'était inquiétée. « Que se passe-t-il, papa? Que voulait donc cet homme? » Il voulait m'obliger à mal agir, Wivina. Il voulait m'empêcher de condamner les exactions que lui et sa bande commettent. Elle aurait voulu que je leur donne ma bénédiction. Jamais je ne ferai une chose pareille, jamais. Mais comment ose-t-il vous demander ça? S'était exclamée la jeune fille. Le pasteur avait déclaré plus encore pour lui-même que pour sa fille, d'un ton ardent. Il y a deux choses en lesquelles je crois et que je mets au-dessus de tout. C'est Dieu et ma patrie. C'est pour eux que je vis et que je mourrai s'il le faut, mais je ne leur farierai jamais. Wivina n'avait pas compris ce que voulait dire son père sur le moment. Mais par la suite, elle s'était bien vite rendue compte que Jeffrey Farlow et la bande des hommes qui l'entouraient étaient devenus ouvertement les ennemis de son père. Peu à peu, les gens du village n'osaient même plus assister aux offices. Ils y venaient de moins en moins nombreux. Et ceux qui venaient montraient leur frayeur d'être reconnus. Ils se glissaient entre les bancs et jetaient des regards anxieux par-dessus leurs épaules pour s'assurer que personne ne les observait. Plus personne ne demandait à voir le pasteur comme par le passé, sauf pour recevoir le dernier sacrement. La situation s'était ainsi dégradée, lentement, de façon insidieuse. Wivina lisait dans les yeux de son père le chagrin qu'il en éprouvait. Mais plus elle s'aggravait et plus le pasteur affirmait partout sa position avec fierté et assurance. Et plus il dénonçait et condamnait le mal avec vigueur dans ses sermons. Finalement, un matin, dont le souvenir lui broyait encore le cœur, un petit garçon était venu lui dire que l'on venait de trouver le cadavre de son père au pied des falaises. On avait prétendu que c'était un accident, mais elle avait compris la vérité et elle portait depuis ce jour une haine si violente contre Jeffrey Farlow qu'elle en était un peu effrayée. Elle avait beaucoup de mal à l'évincer de sa route du fait qu'elle restait seule avec Richard. Elle avait espéré en être délivrée quand elle était partie pour s'installer à Larsk Hall, mais elle avait eu la déception de s'apercevoir qu'il avait déjà fait le siège des vieux domestiques avec lesquels elle cohabitait. Mrs. Briggs, comme le vieux Pender et le vieux Rouse, étaient incapables de refuser ce que Jeffrey Farlow leur offrait. Leur misère et leur avidité leur faisaient accepter n'importe quoi.
Wivina avait bien essayé de les dissuader, mais sans succès. Pas un instant, ils ne songèrent à lui obéir. Ils tenaient trop à continuer à bénéficier des cadeaux de Geoffrey Farlow, et pour avoir la paix, ils cachaient soigneusement les denrées de contrebande qu'ils recevaient. C'est inconcevable, se répétait Wivina avec indignation. Elle savait pourtant que ces pauvres gens ne pouvaient pas tenir tête à Farlow. S'ils lui avaient résisté, ils auraient subi le même sort que le père de Wivina, et ils le savaient fort bien. Un jour, Geoffrey Farlow avait annoncé à Wivina qu'il avait décidé de l'épouser. Sur le coup, elle n'avait pas cru qu'il parlait sérieusement. C'était en effet se montrer vraiment trop présomptueux, mais il paraissait plus surprenant encore que cet homme, qui n'ignorait pas la haine violente que ressentait la jeune fille à son égard, ait pu envisager cette union inimaginable. Elle ne devait pas ignorer que Wivina savait qu'il avait été mêlé à l'assassinat de son père, ou même en était le seul responsable. Cependant, il ne prêta aucune attention au refus réitéré de Wivina. Il se contenta de lui dire qu'il faisait bâtir une maison où il l'emmènerait vivre dès qu'elle serait terminée. Puis il avait fait tout ce qu'il pouvait pour mettre Richard de son côté, en lui promettant notamment de l'envoyer à Oxford, de lui payer ses études et en lui prêtant ses chevaux. Wivina se rendait compte que les mailles du filet se resserraient de plus en plus autour d'elle et qu'un jour viendrait où elle ne pourrait plus lui échapper. Pourtant, elle savait qu'elle préférerait se tuer si elle était acculée à ce mariage et qu'elle n'avait pas d'autre échappatoire que le suicide. Elle envisageait cette éventualité avec sérénité, en se disant que ce serait probablement beaucoup moins terrible qu'il ne semblait, puisque ses parents l'attendaient dans l'autre monde. Parfois, des scrupules l'assaillaient, car elle savait que son père condamnait le suicide comme un très grave péché que sa religion lui interdisait de commettre. Comme tout attentat à la vie humaine, la vie étant un don de Dieu. Elle priait toutes les nuits, durant des heures, suppliant son père, attendant une réponse qui ne venait jamais. « Aidez-moi, papa, aidez-moi, que puis-je faire ?» Elle conservait pourtant sa foi intacte, elle demeurait certaine qu'il l'entendrait, et elle avait honte de la faiblesse qu'elle montrait en se laissant envahir par le désespoir. Or voici que ce soir, enfin ses prières avaient été exaucées. Inexplicablement, miraculeusement, un véritable chevalier était apparu, et il allait abattre le dragon qui la menaçait, après lui avoir apporté le grand amour qu'elle avait attendu depuis longtemps. « Oh, mon léopard bien-aimé !» répétait-elle inlassablement. Tout en se préparant à se coucher, elle tira les rideaux, et la caresse de la brise nocturne, quand elle s'approcha de la fenêtre, rafraîchit ses joues enflammées. Elle repensait aux doux baisers qu'il lui avait donnés, comprenant qu'au contact de leurs lèvres, il lui avait fait don de lui-même. Elle sentait qu'elle lui appartenait totalement désormais, totalement corps et âme. Émerveillée, elle se répétait avec délice « Je l'aime ». Alors elle se mit à prier avec une immense ferveur pour que le ciel le protège et pour qu'ils puissent connaître ensemble le bonheur que Dieu leur accordait. Pendant ce temps, dans la chambre voisine, Lord Cheriton avait précautionneusement éteint les chandelles et s'était mis en devoir de changer de vêtements. Il quitta ceux qu'il avait mis pour le dîner, mais ne les échangea pas pour le linge frais que Nichols avait soigneusement étalé dans un tiroir de la commode. Il choisit une chemise froissée et noua un foulard de soie bleu foncé autour de son cou pour en dissimuler la blancheur. Il inspecta méticuleusement sa silhouette dans le miroir pour s'assurer que rien de clair ou de brillant ne risquait de le signaler. Il ne prit pas de chapeau, ouvrit silencieusement la porte de la chambre et s'enfuit à pas de loup par le couloir et l'escalier. Elle ne voulait pas que Wivina s'aperçoive de son escapade pour qu'elle ne se tourmente pas à son sujet. Heureusement, il connaissait bien la maison, ce qui lui permit de ne pas sortir par la grande porte du hall, mais par une petite porte située sur le côté et qui donnait sur une partie du jardin embroussaillé de buissons, de lilas et de syringas. Les étoiles brillaient très haut dans le ciel, mais c'était une nuit sans lune. Il n'y avait presque pas de vent. C'était exactement le genre de temps et de nuit que les contrebandiers appréciaient le plus pour leur traversée clandestine de la Manche. Les nuits de clair de lune étaient plus dangereuses pour eux, et quand il y avait du gros temps, les hommes n'étaient pas exempts du mal de mer. En outre, la traversée prenait plus de temps, donc augmentait les risques quand la mer était mauvaise.
Lord Cheriton avait également calculé qu'en raison du clair de lune qu'il y aurait la semaine suivante, Geoffrey Farlow multiplierait certainement les voyages cette semaine-ci pour profiter du temps favorable. Il ne se préoccupait certainement pas de la fatigue des marins, les gains réalisés étant suffisamment considérables pour qu'il emploie un nombre d'hommes important et ne les ménage pas. Tout en se remémorant ses déductions, il avait traversé les jardins et le parc, et s'était faufilé à travers les futaies qui protégeaient la demeure des vents du sud soufflant de la mer. Quand il fut dans les bois, il se souvint d'un endroit où les falaises s'affaissaient vers la plage. C'était la crique que devaient utiliser les contrebandiers depuis des années, un endroit parfait pour assurer le secret de leur activité. Tout en avançant avec précaution sous les arbres, elle se disait qu'il n'avait pour seul avantage que sa connaissance intime des lieux. Il n'y avait pas un centimètre de terre qu'il ne connût pas par cœur pour l'avoir exploré pendant toute son enfance. Il en connaissait tous les coins et les recoins où il allait se cacher pour échapper aux brutalités de son père. Il mit néanmoins un certain temps à traverser les bois parce qu'il ralentissait sa marche pour éviter de faire le moindre bruit. Il finit cependant par atteindre la lisière du bois auquel succédait l'herbe rase de la prairie. Presque aussitôt il entendit le bruit des vagues et lui fallait se diriger vers l'ouest pour approcher de la crique. Il fit encore une centaine de mètres en longeant la lisière du bois avant d'arriver en un endroit où il n'y avait plus que de petits buissons. Se rendant compte, en maugréant, qu'il n'était pas assez haut pour dissimuler un homme de sa taille, il se décida à ramper sur le sol. En se jetant à plat ventre, Lord Cheriton se rappela certaines expéditions pendant la guerre au Portugal. Il avait mené avec ses hommes une attaque par surprise de cette façon, en rampant sur le sol désertique de la montagne, et ils avaient dormi à la belle étoile, allongés parmi les épineux qui ne leur assuraient qu'une bien maigre protection. Cependant, il s'était mis à avancer en rampant lentement à travers les buissons en direction de la crique. Il y avait une bonne distance à parcourir, et la manière dont il le faisait n'était ni rapide ni agréable. Néanmoins, il n'avait nul besoin de se presser. La nuit n'était guère avancée et Lord Cheriton avait supputé que les contrebandiers ne débarqueraient vraisemblablement pas avant les premières heures du matin. Il s'arrêtait pourtant fréquemment pour écouter. Il était doté d'une ouïe très fine, ce qui n'était qu'une qualité de plus, cadrant avec son surnom emprunté à l'espèce féline. Et son acuité visuelle était tout aussi surprenante. Il était capable de voir comme les chats dans l'obscurité, et ses soldats disaient que cette faculté lui avait plusieurs fois sauvé la vie. Cette nuit-là, il mettait là à profit, une fois de plus, ses dons exceptionnels. Mais une heure entière s'écoula avant qu'il perçût le premier bruit insolite. Il avait eu le temps de se poser dans une bonne cachette parmi des buissons épais qui se trouvaient au bord de la falaise, juste au-dessus de la crique. Il avait regardé en dessous de lui et avait repéré un sentier bien tracé qui serpentait à flanc de falaise et par lequel on accédait à la plage. Il était très piétiné, c'était évidemment la voie qu'empruntaient plusieurs fois par semaine les contrebandiers pour remonter leurs marchandises vers le village. Il y avait des centaines de petites criques du même genre tout le long de la côte méridionale de l'Angleterre, qui pouvaient être utilisées pour les mêmes trafics. Lord Cheriton, en y pensant, se dit qu'il n'y avait pas lieu d'être surpris de l'inefficacité des gardes-côtes et des douaniers. Si par des nuits comme celle-ci, ils brillaient par leur absence sur les lieux où l'on avait la quasi-certitude de pouvoir rencontrer les contrebandiers et de les prendre sur le fait. Puis il concentra sa pensée sur le bruit léger qui venait d'attirer son attention. Cela venait de l'intérieur des terres, mais il se garda bien de chercher à satisfaire immédiatement sa curiosité en inspectant l'horizon. Il était trop prudent pour lever la tête des hommes, se trouvaient peut-être dans la crique et en bas. L'on pouvait apercevoir sa silhouette se découpant sur le ciel puisqu'il était perché au bord de la falaise. Il ne bougea donc pas, mais redoubla d'attention. Il ne tarda pas à deviner qu'une troupe de chevaux, d'ânes ou de poneys traversait les pâturages et se rapprochait. Le bruit de leur piétinement sourd, entrecoupé de celui d'un sabot raclant une pierre ou d'un coup de fouet sec, devenait de plus en plus audible dans le silence total qui enveloppait les lieux. Lord Cheriton admirait en lui-même la discipline de fer de ces hommes, qui parvenaient à ne pas prononcer un seul mot en convoyant leurs bêtes. En fait, personne ne pouvait déceler leur passage.
Il fallait un homme entraîné à la guérilla comme l'était Lord Cheriton pour percevoir quelque chose d'insolite dans le silence nocturne. Il entendit enfin le petit hennissement d'un poney, puis le bruit d'un animal qui secouait la tête. Sans doute le convoi s'était-il arrêté non loin de lui. Tout cela confirmait ses prévisions. Un bateau était bien attendu, le déchargement allait avoir lieu cette nuit-là, et les marchandises seraient immédiatement acheminées vers les marchés où elles étaient écoulées à l'intérieur du pays. Lord Cheriton, toujours enfoui sous les buissons, réfléchissait. Il se rappelait que les marchands français avaient l'habitude, pour rendre service à leurs clients, de leur fournir les alcools et les vins dans de petits tonnelets et de demi-pièces aisément transportables. On les attachait par paire qu'un homme pouvait charger sur ses épaules, ou bien que l'on plaçait sur la selle d'un cheval. Le thé, le tabac, les dentelles étaient enveloppés dans du papier huilé, et les ballots étaient solidement cordés. Personne ne savait exactement combien gagnait le contrebandier. On avait été incapable de le dire à Lord Cheriton, mais on supposait qu'il devait toucher au moins 2 guinées par colis. Les hommes dont ils louaient les services et qu'ils appelaient leurs porteurs touchaient 1 guinée par voyage. Ils étaient nourris et recevaient un paquet de thé dont ils pouvaient aisément tirer 1 guinée de plus. L'inspecteur des douanes, qui avait donné tous ces détails à Lord Cheriton, lui avait expliqué. Ils font une rude besogne. C'est très dur de remonter de si lourdes charges depuis le rivage, et naturellement ils courent les mêmes risques que les contrebandiers eux-mêmes, s'ils sont pris transportant des marchandises de contrebande. Lord Cheriton n'avait pu s'empêcher de remarquer d'un temps glacial, mais les profits sont énormes. Énormes, j'en conviens, avait acquiescé imperturbablement l'inspecteur général, qui avait ajouté d'un ton songeur. Néanmoins, on m'a rapporté que ces hommes éprouvent une telle peur qu'ils sont obligés de s'enivrer. Il avait soupiré avant de dire « C'est ce qui explique les actes abominables de toutes sortes qu'ils commettent, et c'est aussi la raison pour laquelle ils torturent impitoyablement tous ceux qu'ils soupçonnent d'être susceptibles de les dénoncer. » Lord Cheriton avait hoché la tête. Certes, quand un homme est sous l'empire de la peur et de la boisson, il peut se conduire comme une bête sauvage, avait-il dit en pensant aux atrocités qu'il avait vues commettre pendant la guerre contre les Français, quand les soldats se déchaînaient en faisant le sac d'une ville. Tout en se remémorant ces souvenirs, Lord Cheriton se disait que si les contrebandiers venaient à le découvrir en train de les espionner, il serait un homme mort avant l'aube. À force d'écouter, il finit par conclure qu'il devait y avoir environ 12 de bêtes de trait parquées en bas de la falaise, à l'entrée de la crique. Un homme avait toussé, un autre avait éternué, ce furent les seuls bruits qui avaient rompu le silence absolu respecté par tous. Aussi continuait-il à rester totalement immobile, estimant qu'il serait très imprudent de faire le plus petit geste tant que les contrebandiers ne faisaient eux-mêmes aucun bruit. 1 heure au moins s'écoula ainsi. Finalement, Lord Cheriton entendit quelqu'un parler d'une voix très étouffée. Les hommes qui avaient attendu jusque-là se précipitèrent immédiatement dans le sentier qui descendait vers la mer. Alors, avec 1000 précautions et en réussissant à ne pas faire remuer les feuilles des buissons, ils avançaient un peu plus, toujours en rampant. Ses yeux s'étaient habitués à l'obscurité, il était capable de différencier les masses grises du paysage. Il distinguait un petit morceau de la surface de la mer et la silhouette abrupte de la falaise surplombant les rochers du rivage. Le son des voix rudes montait vers lui, criant des ordres brefs. Il entendait aussi le sable crisser sous les pas précipités des hommes. Il essaya de deviner le type de bateau qui avait amené la cargaison. Ce pouvait être un lougre ou un autre bateau trop important pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la crique. Et dans ce cas, les porteurs devraient former une chaîne jusqu'au navire afin de passer de main en main, au-dessus de leur tête, les ballots. Ce serait probablement le moment idéal pour capturer le contrebandier, pensait Lord Cheriton. Ils étaient presque assurés de n'être pas pris quand ils étaient en mer, parce qu'ils utilisaient des bateaux légers d'une très grande maniabilité, et étaient parfaitement entraînés à les manœuvrer. Ces 3 mâts pouvaient virer très vite grâce à la longueur de leur étrave, grâce également à leur voile taille-vent, dont la base n'était pas rattachée au gros mât, comme les autres, ce qui lui permettait de développer des courbes aérodynamiques très efficaces. Un tel lougre pouvait filer beaucoup plus vite que n'importe quel autre type de voilier, et les contrebandiers affectionnaient ces 3 mâts qui leur assuraient une grande sécurité. Ils utilisaient également de plus petits voiliers qui étaient gréés à la manière des cutters et qui avaient de très longs beauprés, car leur extrême mobilité rendait la tâche ardue pour les gros voiliers de la flotte des douanes,
quand ils essayaient de s'en emparer. On entendait maintenant le bruit des voix et des piétinements de porteurs qui remontaient de la plage avec leurs ballots pour les charger sur les poneys. Ils travaillaient dans l'obscurité absolue, sans lanterne, et Lord Cheriton ne distinguait à peu près rien de ce qu'ils faisaient. Sans doute connaissaient-ils parfaitement leur tâche depuis longtemps, et pouvaient-ils la mener à bien les yeux fermés. De temps à autre, un homme grognait sourdement ou ânait un peu comme quelqu'un qui fait un effort pour soulever sa charge et la poser sur la selle d'une bête. Mais c'était là tout ce que Lord Cheriton entendait. Les contrebandiers devaient certainement repartir au pas de course vers le rivage, en essuyant la sueur de leur front pour chercher un autre colis. Mais brusquement, Lord Cheriton sursauta. On venait de parler tout près de lui. Il retint sa respiration, la voix était si proche qu'il redoutait un instant d'être découvert. Il entendait distinctement ce qui se disait. Pourtant, l'homme parlait très bas d'une voix enrouée. Il venait de dire « Geoffrey, j'ai du nouveau à t'apprendre. »« Quoi? Que s'est-il passé ?» avait répondu une autre voix, qui était indiscutablement celle de Geoffrey Farlow. « Oh, rien de mauvais. Au contraire, je crois bien que ça va t'intéresser rudement. »« De quoi s'agit-il ?»« L'occasion de gagner 40 000 livres. »« Hein? 40 000 livres? Comment diable veux-tu que nous puissions gagner une somme pareille, Tom ?» En entendant au passage ce prénom, Lord Cheriton avait deviné que l'interlocuteur de Farlow était le chef du gang. Cela ne faisait aucun doute dans son esprit. C'était Tom Johnson, le fameux contrebandier qui figurait en tête de la liste des malfaiteurs, qui lui avait été communiqué à Londres et qu'il avait apprise par cœur avant son départ en mission. Farlow revint à la charge, répétant d'une voix tout animée par la convoitise « Quel exploit faut-il accomplir pour gagner autant d'argent ?»« Enlever Bonaparte. » Il y eut un long silence, puis Geoffrey Farlow demanda d'un ton incrédule « Parles-tu sérieusement ?»« Tout à fait sérieusement. Ces partisans sont venus me contacter, cela ne fait pas le moindre doute. Ils sont disposés à nous donner 40 000 livres si nous réussissons. » « Le tirer de l'île d'Elbe? C'est impossible. » « Et pourquoi serait-ce donc impossible ?» « Enfin, se récria Farlow, vas-tu prétendre que tu envisages tranquillement de courir un tel risque? Mais pourquoi pas? Te rends-tu compte du nombre d'années qu'il nous faudrait travailler pour amasser une pareille somme avec ce que nous gagnons actuellement? Évidemment, reconnut Farlow, mais il doit être bien gardé, sévèrement gardé. Dans une île? Je ne le pense pas. On doit surtout compter sur la mer. D'après les partisans français, il n'est pas sévèrement surveillé par ses gardiens. Il ne faut pas de zèle. On pense qu'il n'y a plus rien à craindre d'un homme ayant subi une aussi complète défaite. Il y eut encore un silence prolongé, puis Farlow se décida à dire « C'est une chose à considérer, certainement. Oui, mais il faut te décider rapidement. Si nous refusions, il s'en trouverait d'autres qui sauteraient sur l'occasion de se faire de l'argent. S'il est réellement possible de réussir une chose pareille, tu es le seul homme, Tom, qui puisse le faire. C'est tout à fait ce que je pense, moi aussi, et quand j'aurai tout cet argent, je me retirerai des affaires. »« Moi aussi, déclara Farlow, je ne serai plus qu'un gentilhomme campagnard tout à fait respectable. » Ils s'étaient mis à rire tout bas, tant cette perspective le satisfaisait. Lord Cheriton le soupçonna d'avoir pensé à Wivina en disant cela, et il dut serrer les poings, tant il avait envie d'étrangler le misérable. Mais déjà Farlow poursuivait. « Viendras-tu avec moi cette nuit, Tom? »« Non, Geoffrey, il faut que je retourne en France. Je dois rencontrer demain matin à Roscoff ces braves gens qui veulent payer si cher pour faire revenir leur empereur. Si l'affaire est conclue, il vaudrait mieux que tu rappliques vite, toi aussi. Il faudrait que nous construisions un bateau exprès, mais ça ne présente pas de difficulté. Non, bien sûr, à condition qu'ils le paient. Ils paieront, Geoffrey, sois tranquille, ils feront tout ce que je leur demanderai. 40 000 livres, cela fait tout de même diablement de l'argent, murmura encore Farlow, et diablement du danger à affronter. Enfin, si tu veux venir participer à la conversation, prends notre bateau pour revenir à Roscoff. Ils referont le voyage demain. Ça vaut mieux. Faut pas manquer de profiter d'un temps pareil, on a battu le record de vitesse cette nuit. Je crois bien. Je viens tout juste d'arriver. Je suis bien content que tu sois venu. Je voulais te voir, alors, tu es d'accord? On va enlever Napoléon et le ramener en France ensemble? Il faut demander qu'on nous remette la moitié de la somme avant que nous partions avec le bateau, par exemple. C'est bien ce que je vais leur demander. On pourrait même exiger toute la somme pour partir. Pourquoi pas? En effet, pourquoi pas? Enchérit Tom Johnson. Lord Cheriton, qui avait tout écouté, et se sentait bouillonnant d'indignation, restait pourtant aux aguets.
Il pensait que Tom Johnson allait s'éloigner quand il entendit Geoffrey Farlow lui dire « À propos, Tom, il y a un étranger au village, il s'est introduit au château de Lorsk Hall. Qui est-ce? Il se dit ancien officier mis en disponibilité. Il y en a des tas qui traînent partout pour le moment. » Farlow rétorqua très vite. « Oui, mais cet homme-là ne me plaît pas. Il voyage avec un domestique et il a persuadé Wivina de le loger dans la vieille maison. » Tom Johnson se mit à rire grassement. « Et c'est ça qui te chatouille, hein, Geoffrey? Faut dire que c'est un beau morceau, cette fille. Tu ferais mieux de te dépêcher d'entrer dans son lit avant que quelqu'un d'autre le fasse. »« Oh, elle m'épousera, dit Farlow d'un ton hargneux. » Tom Johnson eut un rire moqueur. Puis il dit d'un ton, tout autre ton, presque furieux, « Je me demande à quoi tu penses en laissant des étrangers s'installer à la Squall. Nous ne pouvons pas nous payer le luxe de courir le moindre risque. Débarrasse-toi d'eux. Et tout de suite, des deux. » C'est bien ce que j'ai l'intention de faire. Et le plus tôt possible. Avant, il faudrait s'arranger pour faire parler le domestique. S'il y a quelque chose, il craquera bien vite. Sans doute, Tom Johnson était-il parti sur ces mots, car Lord Cheriton n'entendit pas Geoffrey Farlow lui répondre, mais seulement demander avec une certaine autorité « Tout le chargement est-il là ?»« Oui, » murmura une autre voix. Mais Lord Cheriton ne bougea pas, se rendant parfaitement compte que Farlow était toujours au même endroit que lorsque Tom Johnson l'avait quitté. Au bout d'un moment, les poneys se mirent en route, et ce ne fut que lorsque tout le convoi eut pris le chemin du retour que Farlow se décida à les suivre. Toute l'opération n'avait duré que très peu de temps, ce qui signifiait clairement que Lord Cheriton se trouvait en face d'hommes qui avaient une longue pratique et une parfaite expérience de la contrebande. Mais ce qui primait dans son esprit maintenant, c'était le complot qu'il venait de découvrir par hasard. Il était abasourdi. Il devait reconnaître que de la part des bonapartistes, c'était une excellente idée d'avoir pensé à recourir aux contrebandiers anglais pour aller enlever Napoléon dans l'île où il avait été confiné. Cela ne faisait d'ailleurs que confirmer les soupçons qu'il avait toujours eus, étant persuadé que les contrebandiers avaient très régulièrement passé des espions de France en Angleterre, pendant toute la durée des hostilités entre les deux pays, et trahi pas mal de secrets militaires. Lord Cheriton avait appris beaucoup de choses en étudiant les dossiers de diverses affaires judiciaires. Les contrebandiers avaient rapatrié les prisonniers français qui s'échappaient quand ils pouvaient leur donner de fortes récompenses. Un certain Jacques Rattenbury, qui pratiquait la contrebande sur la côte ouest, avait avoué après sa capture qu'il avait accepté de ramener en France 4 officiers prisonniers contre son livre de récompense. Les tribunaux avaient eu toutes les preuves. Les officiers avaient été arrêtés dans une maison de pêcheurs où Rattenbury les avait cachés. Mais le plus surprenant de tout était que le contrebandier avait réussi à bluffer le juge, qui était disposé à le croire parce qu'il était l'objet de menaces terrifiantes. Il s'était laissé persuader que les prisonniers étaient natifs de Jersey. Le tribunal avait donc relâché Rattenbury en se bornant à le sermonner gentiment et à lui conseiller de rester tranquillement chez lui et de ne plus se jeter dans des entreprises de ce genre à l'avenir. Mais libérer Napoléon et lui faire quitter l'île d'Elbe, c'était tout de même bien autre chose que d'aider des officiers prisonniers à s'échapper d'Angleterre. Lord Cheriton était bien placé pour évaluer les conséquences d'un éventuel retour de Napoléon en France. Il rassemblerait les restes de son armée et ce serait de nouveau la guerre. Il faut que le Premier ministre soit tout de suite averti, se dit-il tout bas. Il se sentait encore plus impatient de pouvoir enfin quitter sans danger sa cachette et gagner les bois en rampant. Pour prendre patience, il repassait dans son esprit tous les renseignements qu'il venait de recueillir. Il était particulièrement content de savoir maintenant que Geoffrey Farlow et Johnson avaient mis 2 navires en course, car il y avait tout lieu de penser que si le bateau anglais qui avait son port d'attache à la Squall était manœuvré par des hommes recrutés dans le village même, en revanche, l'équipage du voilier basé en France devait vraisemblablement se composer de malfaiteurs, venus de tous les coins de l'Angleterre et ayant de bonnes raisons de ne pas rester dans leur pays. Tom Johnson devait facilement enrôler des criminels recherchés par la justice anglaise et des bagnards évadés, échoués à Roscoff. C'était un autre renseignement très précieux de connaître la base de départ des contrebandiers en France et le quartier général de Tom Johnson. Le minuscule port de pêche de Roscoff avait pris une grande extension depuis 1767 seulement, à la suite des restrictions imposées par le gouvernement britannique sur le trafic commercial de Guernsey. Et très vite, le petit hameau breton était devenu un port de commerce important.
On y avait bâti de grands entrepôts et de nombreuses maisons d'habitation. Les magasins et les demeures confortables occupés par les commerçants anglais, irlandais et écossais qui avaient quitté Guernsey avaient remplacé les chaumières des pêcheurs du petit port que personne ne fréquentait ni ne connaissait auparavant. Le gouvernement français avait favorisé les activités de ces commerçants étrangers, tandis que clandestinement, les contrebandiers redoublaient d'activité pour rivaliser avec eux. L'inspecteur général des douanes avait précisé pour Lord Cheriton: un contrebandier peut se procurer du cognac ou du guenièvre, qu'il revend en Angleterre au minimum 4 livres le ton de lait de 4 gallons, au prix de 1 livre le même ton de lait. Joli bénéfice, avait soupiré Lord Cheriton. Son interlocuteur avait encore ajouté: même chose pour le thé et le tabac, acheté en France à 7 pence la livre et revendu de ce côté-ci de la Manche jusqu'à 5 shillings la livre. Tout en se remémorant cette conversation édifiante, Lord Cheriton s'était lentement avancé en rampant jusqu'à la lisière du petit bois. Il soupira de soulagement quand il put enfin se redresser sans danger. Il eut vite fait de se repérer et de retrouver un sentier de chasseur qu'il avait souvent emprunté quand il était enfant, et il fila le plus rapidement possible entre les arbres touffus. Il réfléchissait à ce qu'il allait devoir faire, commençant à échafauder ses plans. Il était presque arrivé à Lord's Call, mais au moment où il allait atteindre l'endroit où la futaie s'éclaircissait, laissant apparaître le château, il eut un sursaut. Il venait d'apercevoir entre les troncs la silhouette d'un homme qui guettait, le dos appuyé contre un arbre. Lord Cheriton ne fit pas un pas de plus. Il avait traversé les bois beaucoup plus rapidement qu'il ne le pensait, et il comprenait trop tard qu'il avait pris trop de risques. Son intrépidité avait bien failli avoir des conséquences funestes pour son entreprise. Ainsi, Farlow faisait surveiller les abords de Lord's Call. J'aurais dû le prévoir, se reprocha-t-il. Il était probable que Farlow n'avait pas attendu d'avoir parlé avec Tom Johnson pour décider de surveiller le départ des 2 étrangers. Il était hors de doute qu'après leur avoir fait quitter le château, il n'avait pas l'intention de les laisser aller bien loin, Nichols et lui. Le prétendu accident fomenté par Farlow ne devrait évidemment pas se reproduire dans le village. Mais un peu plus loin, sur les landes désertiques et inhabitées précédant les collines de la région des South Downs. Ayant compris en un éclair, Lord Cheriton repartit sur ses pas, retenant sa respiration et se déplaçant aussi silencieusement qu'un Indien. Il était vraiment impossible de soupçonner son passage. Il craignait de faire craquer une brindille en marchant ou d'accrocher des ronces, mais il inspectait soigneusement le sol avant de poser le pied et il parvint, assez rapidement, à se retrouver hors de portée du guetteur. Avec un soupir de soulagement, il prit un chemin détourné, coupant à travers le sous-bois pour atteindre les massifs et rhododendrons qui étaient devenus immenses depuis que le jardin était à l'abandon. Leurs buissons épais déferlaient jusqu'au potager ceint de hautes murailles datant de l'époque élisabéthienne. Lord Cheriton put ainsi se glisser sans être vu jusque dans leur ombre protectrice. Cela n'en était pas moins de la dernière imprudence de rentrer dans la maison, même par la petite porte latérale qu'il avait empruntée pour en sortir. Une porte était une porte, et même si celle-ci était dérobée, quelqu'un pouvait attendre derrière. Avec un homme tel que Geoffrey Farlow, on ne pouvait pas se permettre la moindre imprudence. Ayant renoncé à passer par la porte, et reconnaissant les êtres comme s'ils venaient de quitter la maison paternelle, il gagna un coin de potager envahi par de hautes herbes, où se trouvait toujours le tonneau d'arrosage auprès du petit appentis qu'il avait si souvent utilisé pour rentrer chez lui sans être vu, quand il était enfant. Le vieux toit en pente de la resserre permettait d'atteindre une fenêtre du premier étage dont le système de fermeture avait toujours été défectueux. Tout en escaladant le toit, Lord Cheriton se disait qu'il fallait espérer, comme il y avait toute raison de le croire, que cette poignée n'ait pas été réparée. Mais dès qu'il vit la fenêtre, il fut rassuré. Il n'était plus question de poignée, les carreaux étaient tous cassés et le cadre de bois avait cédé. Il n'eut qu'à sauter à l'intérieur de la pièce. Il regarda autour de lui, cette partie de la maison était devenue inhabitable, le plafond tombait, le sol était jonché de morceaux de plâtre qui craquaient sous ses pas. Il regagna facilement le corridor central, mais au lieu d'aller dans sa chambre, il se dirigea vers celle où avait été installé Nichols et entra sans frapper à la porte. Le domestique ronflait. Il appela à voix basse: « Nichols, Nichols !» La réaction du dormeur fut immédiate. C'était celle du soldat qui dort sur le qui-vive, toujours prêt à bondir à la moindre alerte. L'excellent homme demanda aussitôt: « Qu'y a-t-il, monsieur ?»
Il faut partir tout de suite. Habille-toi, emballe nos affaires et viens m'attendre dans ma chambre. Très bien, monsieur, répondit Nichols le plus simplement du monde, comme si c'était la chose la plus naturelle qui soit. Lord Cheriton avait toujours su se faire obéir de cette manière. Les hommes qu'il commandait exécutaient ses ordres sans poser des questions, aveuglément. Il exigeait d'eux qu'ils fussent toujours prêts à passer à l'action. Au moindre de ses ordres, il entendait être servi ainsi et l'avait toujours été. Une fois sorti de la chambre de Nichols, il alla jusqu'à la porte de Wivina. Il tourna délibérément la poignée et pénétra sans frapper. Le parfum des lys et des roses qui l'enveloppa aussitôt qu'il fut dans la pièce lui rappela immédiatement le souvenir de sa mère. Les rideaux de l'une des fenêtres n'étaient pas fermés et les vagues lueurs qui venaient du ciel étoilé lui permettaient de distinguer le grand lit enfoui sous les rideaux de son baldaquin. Lord Cheriton s'approcha du lit où dormait Wivina. Il s'assit sur le bord de la couche et caressa la petite main qui gisait sur le drap. Elle s'éveilla en jetant un cri de surprise. « Tout va bien, ma chérie, dit-il doucement. « Ah, c'était vous » murmura-t-elle apaisée. En s'emparant de sa large main, qu'elle serra fortement, sa voix était ensommeillée, mais pleine de tendresse. Lord Cheriton se sentait ému par son amour. Il soupira. « Écoutez-moi, mon trésor, il faut que je vous quitte immédiatement. »« Pourquoi? Êtes-vous en danger ?» Elle s'était redressée, bien réveillée cette fois, et elle s'accrochait des deux mains à la sienne, tout angoissée. Il reprit en choisissant soigneusement ses mots, pour ne pas alerter la jeune fille. « Il faut que je parte, mais pour très peu de temps seulement. Je reviendrai après-demain, je pense, et ce sera pour vous emmener avec moi et vous mettre Richard et vous dans un endroit où vous serez en sécurité. » Elle dit, éperdue de joie, « Oh, mon léopard, pourrez-vous vraiment le faire ?»« Certainement, je le peux et je le veux, » répondit-il avec vigueur. « Et maintenant, ma chérie, il faut me promettre formellement que vous ne laisseriez voir à personne, que vous attachez la moindre importance à mon départ, et cela quoi qu'il puisse arriver. » Elle se tut quelques instants, médita, puis reprit. « Je vais écrire une petite lettre parfaitement anodine et conventionnelle pour vous remercier de votre hospitalité. Vous pourrez la montrer à Farlow s'il peut croire qu'il m'a fait partir. Il sera content, il se tiendra tranquille pendant un moment. » Wivina le regardait inquiète. « Mais vous reviendrez, n'est-ce pas? Comment pouvez-vous encore me poser une question pareille? C'est parce que je vais avoir tellement peur encore toute seule ici sans vous. Et puis, vous allez me manquer tellement. Comme vous allez me manquer à moi, ma chérie. Mais je vous fais le serment que je ne serai pas absent longtemps, répondit Lord Cheriton d'un ton ému. Il s'était penché vers elle, tout en parlant pour déposer un léger baiser sur ses lèvres, mais Wivina lui avait jeté les bras autour du cou. Alors il se mit à l'embrasser encore. Elle ne se rassasiait pas de baisers, et sa tendresse qui le pénétrait et les emportait loin de ce qui les entourait, les plongeait tous deux dans le même émerveillement. Elle retrouvait la sensation de bonheur inexprimable qu'il avait éprouvée quelques heures auparavant dans la soirée, encore accrue par le sentiment déchirant de la séparation si proche. Lord Cheriton serrait Wivina tout contre son cœur. Il déposait les plus tendres baisers sur ses yeux, sur son front, sur ses petites oreilles, sur la peau blanche de son cou. Il sentait qu'elle frémissait et qu'elle était émue par l'ardeur de ses baisers. Il lui répétait inlassablement « Je vous aime, et je ne peux pas supporter le chagrin de me séparer de vous. » Alors Wivina murmura, folle d'espoir. « Pourquoi ne partirais-je pas avec vous cette nuit même ?»« Non, cette nuit c'est impossible, ma chérie, soupira Lord Cheriton. »« Alors c'est qu'il y a du danger. Vous êtes en danger, s'exclama-t-elle avec véhémence. Il tenta de la rassurer. « Il faut que je parte, ma chérie, parce qu'il serait dangereux que je reste ici, oui. Mais je reviendrai avec du renfort, de manière à être certain que je pourrai vous faire échapper d'ici tous les deux avec moi. Mais vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas comment ils sont, se lamentait Wivina. Lord Cheriton pensait en lui-même qu'il ne le savait que trop bien maintenant, mais comme il ne voulait pas mettre la jeune fille au courant de ses projets, il se borna à lui dire « Vous m'avez juré d'avoir confiance en moi, Wivina, et moi je veux vous montrer un courage semblable à celui que montrait votre père. Souvenez-vous de ceci, c'est un léopard qui veille sur vous, un léopard qui est capable d'abattre tous ses ennemis, si puissant, si féroce soit-il. J'en suis certaine,
Mais promettez-moi quand même de prendre garde à vous. Si jamais il vous arrivait quelque chose, je mourrais moi aussi. » L'accent qu'elle avait mis dans ces mots avait bouleversé Lord Cheriton, qui l'embrassa aussitôt avec violence, presque sauvagement. Puis il dut faire un grand effort pour se dominer. S'écartant d'elle, il lui reposa doucement la tête sur son oreiller et se leva en disant « Au revoir, ma chérie. Continuez à prier très fort, comme vous l'avez toujours fait, pour vous et aussi pour moi. Vous vous doutez bien que c'est ce que je vais faire, et plus que jamais, parce que, voyez-vous, je pense que c'est le bon Dieu, et papa aussi peut-être, qui vous a envoyé vers moi, pour que nous puissions être heureux ensemble. » « Et moi j'en suis certain, » affirma vigoureusement Lord Cheriton en se dirigeant vers la porte. Il avait déjà la main sur le bouton pour l'ouvrir, lorsque Vivina l'interpella encore. « Vous n'oublierez pas que je vous aime, n'est-ce pas? Je ne cesserai pas d'y penser un seul instant, jusqu'au moment où nous nous retrouverons, répondit-il. Puis il ouvrit la porte et disparut en la refermant silencieusement. En entrant dans sa chambre, il trouva Nichols occupé à terminer leurs bagages. Il avait enroulé toutes leurs affaires dans 2 couvertures qu'il attachait bien serrées, car il les transportait à la manière des soldats en campagne, un paquetage attaché sur la selle de leurs chevaux. Lord Cheriton alla tout de suite s'asseoir devant le bureau et se mit à écrire sans rien dire. Quand il eut terminé, il se leva, fit un signe de la tête en regardant Nichols pour lui faire comprendre silencieusement qu'il était temps pour eux de partir. Puis il ramassa son chapeau et ses gants qui attendaient sur une chaise, et il sortit dans le couloir sans un regard en arrière. Après avoir éteint les chandelles, Nichols s'empara des 2 paquetages qu'il mit chacun sous un bras et suivit son maître jusqu'au fond du couloir. Lord Cheriton était déjà devant la fenêtre béante de la pièce délabrée par laquelle il était rentré dans la maison peu auparavant. Il inspectait les alentours et scrutait soigneusement l'obscurité du jardin. On ne pouvait certainement percevoir cette fenêtre de nulle part, sauf du potager, et Lord Cheriton estimait fort improbable que quelqu'un ait pu se poster là en observation, puisque les seules pièces dont on voyait les fenêtres étaient inhabitables. Il enjamba donc sans plus attendre le rebord de la fenêtre. Le vieux toit craqua d'une façon inquiétante quand il y posa le pied, mais il put sauter sur le sol sans encombre, suivi de Nichols, qui l'imita sans prononcer un mot. Il leur était facile de gagner de là, les écuries en se dissimulant dans l'ombre profonde du mur du potager. Pourtant, Lord Cheriton redoutait encore que Farlow ait compris que la meilleure des choses à observer était l'endroit où les chevaux des voyageurs se trouvaient, puisqu'il leur était impossible de partir sans les prendre. Heureusement, ses souvenirs d'enfance étaient là pour le tirer d'embarras. Il fouilla sa mémoire et se souvint. Il existait un petit chemin donnant directement dans la campagne qui aboutissait derrière les écuries. Il leur suffisait donc de passer dans le champ contigu au potager pour rejoindre cette sente à peine tracée dans les herbages qui dissimulaient leur silhouette s'ils se baissaient suffisamment. Ils n'eurent plus qu'à traverser les écuries sur toute leur longueur pour aller jusqu'au box où leur monture les attendait. Ils ne rencontrèrent personne puisque les temps où les palefreniers dormaient dans les écuries auprès des chevaux étaient révolus et que Pender avait sa petite maison personnelle dans la cour. Jamais peut-être ni lui ni Nichols n'avaient de leur vie scellé aussi rapidement leur cheval, mais quand ils furent prêts à enfourcher leur monture, ils se rendirent à l'évidence, il ne leur était plus possible de se dissimuler. Il importait pourtant de ne pas se signaler à l'intention des guetteurs postés par Farlow. C'était une question de vie ou de mort. Si Nichols l'ignorait, Lord Cheriton en avait la certitude, et il se demandait comment faire pour échapper à leur regard inquiet de la quantité d'hommes qui avaient pu être postés sur leur chemin par le bandit. Quoi qu'il en soit, il y en a au moins un que j'ai vu, se disait-il, et en pleine nuit. Le bruit du pas d'un cheval, même au petit trot, résonne à travers la campagne. Ce sera comme si nous les alertions avec une sonnerie de clairon. Ils se décidèrent cependant à quitter les écuries en sortant par derrière. Ils allaient à pied, emmenant les bêtes par la bride. Nichols tirait sa propre monture et Lord Cheriton tirait Samson en le flattant pour qu'il se taise. Ils marchaient sous le couvert des haies qui bordaient les champs, et l'herbe de rue étouffait le bruit de leurs pas. Ils attendirent d'avoir traversé plusieurs champs et d'être assez éloignés de Larsk Hall et du village pour sauter en selle, mais ils continuèrent à avancer à travers champs, le long des haies, en évitant de se mettre à découvert et en se gardant de presser le pas.
À cette allure, cependant, ils avaient déjà mis un bon nombre de kilomètres entre eux et le village de Larsquell, lorsque les premières lueurs de l'aube marbrèrent le ciel du côté du levant.